Mes chers amis, ma musique est faite pour vous prêcher la vérité dans l'amour. Et sur ce, je m'en vais vous dire, quand c'est mort les uns les autres, on finira un jour par se comprendre pour pouvoir vivre en paix. C'est pourquoi ma tournée au Cameroun m'a inspiré et j'ai pu sentir l'accueil des mélomanes et mes amis les journalistes, combien l'amour réunit les hommes. Je remercie le Cameroun de m'avoir inspiré. Au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, Dr Germain Topin Bémou, le président de la diaspora forestière. Et à Kangor Moutoumongé, diaspora forestière, Bongo Moutoumongé. Et à Kangor Moutoumongé, Benela Wanane, Bongo Moutoumongé. Et à Kangor Moutoumongé, Wela Kwende à Kangor Moutoumongé. Henia Kemake Nani. Jean-Pierre Kilaboki, Dominique Kourou, c'est Jacques Monem. Et à Kangor Moutoumongé.
Mapega mamungo bongo mutu mongo. Jean-Baptiste Collier. Pete sanyo bongo mutu mongi. José Tupa Vogi bongo mutu mongi. Antone Akwekwe Vogi. Sepe Massari. Mape kangoro mutu mongo. Augustin Laville. Raizo nyongoleka. Frédéric, Saura bongo mutumonge. Soseluwa bongo mutumonge. Marcel Momou Lama. Ea kangoro mutumon. Pierre Bienvenu Lama Sénégal. Suma bongo mutumon nyanganea. Oh, Yves Samuel Haba depuis Londres. Zemeta bagese bongo mutumongo. Miseleluwa bongo mutumongo. Tapagese kuli bongo mutumonge. Elise Zopele Mouya bongo mutumongo. Capitaine Moriba bongo mutumongo. Kila Vogui. Oh, DJ Peter, le soldier depuis les États-Unis. Résina Koli bongo mutumongo. Nyanganea. Manaja Frote bongo mutumongo. États-Unis. Néma François Chérif. USA. Daniel Lamont en France. Charles Moïse Soublemou, Belgique. Diaspora, diaspora, forese na no kalamae. Kwela bebe kalamae. Diaspora America, diaspora Europe, diaspora Africa. Nania ke makenanie. Mama Céline, Céline Dinamo. Céline. Madame Bonamungo, yere kunyingae. Enyangane Céline, yere kunyingae. Wanenewe, yere kunyinga. Galere nenewe, yere kunyinga. Nyinga. Femme très très forte. Mama Brigitte. Ça c'est pour vous ça. Obinos quoi. Bieko
Un remède de l'or à celui qui connaît sa valeur. Femme d'affaires très puissante à Anderson, Canis Plein. Michel Belkos-Collier, créateur de la musique moderne de la forêt. Nous
chérie. Bernard Bou, à l'héros. Tanti Nathalie Loua, à la pension. Les hypocrites, on avance pour Wango. Bien adoré, pharmacienne à Conakry. Chez moi Zalio, je vois Bamba là-bas. Malinque tape poitrine, baisse prend le couteau. Yeah, yeah, vraiment on veut la joie. Yeah, yeah, vraiment on veut l'union. Yeah, yeah, vraiment on veut la paix. Yeah, yeah, vraiment on veut la joie. Et que ma sauce mungo, et que ma flamungé, et que ma soa mungo. Tito de Valais, le chouchou de la Guinée. Eh, sende, il nous sende, Fanny, sende mané. Eh, sende, il nous sende, Fanny, sende mané. Eh, sende. Eh, Opino Sanjo, elle est fatiguée, non, elle est fatiguée de la guerre. Elle est fatiguée, fatiguée, fatiguée. Giri wasa, nyabo wasa, yebo wasa. Elle est sengi, gama. Wanyamu dabalia plegadia kagono. Delgati nankala nyemba Tangele palmo kalo nyemba holokele. Nukati badie hego azaro kalo koloba azaro kalo koloba holokele. Koma hege koloba sal kololo ni kalo koloba. Mama lo ni kalo koloba Grupo embe kalo koloba holokele. Grupo futal kalo koloba Garanti kalo koloba Ya bagay pinga kalo koloba Sali vision kalo koloba holokele. Denis sanyo kalo koloba Malomo seni kalo koloba Aviation niya kalo koloba Taneri niya kalo koloba Yohu niya kalo koloba Grupo kilkwal kalo koloba holokele. Yuguba yagaba yuguba yagaba yuguba yagaba Kalela uya benyoma kilibe kulazwe Bena holo monga nye hulo betagumo Tolo niya holo nyamanga nye le betaguma one Kahwama niya kahwama kwa hayizwe Ina kahwama nga hayibe Baliata wama kwa hayizwe Azaro kahwama nga hayizwe Garanti kahwama
wa mangwa yizwe Zal kola ka wa mangwa yizwo Zinaka wa mangwa yizwe Kula popa ya wa manga yizwe Kula pola ya wa mangwa yizwo Tene ya wa mangwa yizwe Mama koto ya wa manga yibai Je suis Dr Cécile Victorien Théa, avocat au barreau de Guinée, recteur de l'IDECOM. Alors, et en même temps, j'assume aussi, oui, je suis aussi consultant au Parlement de la CEDEAO, chargé des questions de prévention des conflits. Merci docteur, merci pour votre brillant parcours, merci pour votre présentation. Alors, docteur, nous vous avons fait appel ce soir puisque nous avons de sérieux problèmes à comprendre ce qui se passe en Guinée et précisément dans la zone forestière. Et l'émission Multicolore est là pour démontrer par A plus B, montrer à nos auditeurs que nous partons à la source pour rechercher ces informations et les mettre à leur disposition. Alors, docteur Victorien, depuis belle lurette, nous assistons à de multiples conflits intercommunautaires dans la région forestière, précisément dans la préfecture de Zirkouré, Yomou, Guéguédou et Bélas, Champan. Des conflits qui ont fait de nombreuses victimes, d'où par ricochet plusieurs frustrations, sans taire les pertes en vies humaines et les dégâts matériels. Ce qui pose un réel problème de cohabitation entre les différentes communautés de cette partie de la Guinée. Alors, docteur, ça c'est d'une part. De l'autre part, il y a aussi des conflits opposant les communautés locales, n'est-ce pas, à l'administration publique, conflits qui se résultent le plus souvent à des tueries, des arrestations, conduisant ainsi à des crises humanitaires. Alors, docteur, quels sont vos points de vue par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Guinée forestière, tous ces conflits qui se passent, que ce soit maintenant intercommunautaire ou bien entre communauté et administration. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Merci, M. Fernand. Je pense que, disons, le thème est très passionnant, mais c'est un thème encore qui est d'actualité. Parlant de conflits en zone forestière guinéenne, c'est vraiment un thème qu'il faut traiter avec beaucoup de tact, parce que c'est un thème délicat. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis les années 1990, notre zone est proie à plusieurs conflits. Mais pour ne pas vous retarder, je vous dirais en plus que tout ce qui nous dit concernant les conflits, et la cause principale, c'est la mauvaise gouvernance.
La mauvaise gouvernance est la cause fondamentale de tous les conflits, que ce soit intergroupes sociaux, que ce soit contre des troubles ou des révoltes entre la population et l'administration, ou bien que ce soit des incompréhensions entre des cités minières et des communautés villageoises. Tout cela se résume par la mauvaise gouvernance. Et la mauvaise gouvernance est en train peut-être d'engendrer autre chose quant à la politisation des groupes sociaux. Bon, parce que là, je vais vous dire que groupes sociaux, c'est pour moi, disons, l'appellation que je donne aux ethnies actuellement. Parce que le mot, peut-être on en viendra un autre jour. Je préfère dire groupe social que de dire groupe ethnique. Donc quand je parle de groupes sociaux, comprenez que je parle des ethnies en Guinée forestière. Donc, tout cela, il y a eu, depuis les années 90, il y a eu ce qu'on appelle la politisation des ethnies. Donc, d'abord, vous savez qu'avec la démocratie, avec le multipartisme, dans une communauté déjà multi-groupe social, et qu'on vient multi-ethnique, comme les gens veulent, pour que les gens comprennent bien, encore on vient créer encore plusieurs partis. Disons, donc, la formule de la démocratie adoptée en Guinée n'était pas en concordance avec les réalités du milieu. Parce que démocratie, oui, mais démocratie avec deux partis, ça pourrait aller, mais avec pas de partis, déjà ça vient encore morceler de plus. Et il y a des groupes sociaux qui vivaient déjà encore répartis entre plusieurs ethnies. Mais si vous revenez encore avec des partis politiques, vous pouvez encore les diviser de plus. Voilà un peu ce qui se passe par rapport au conflit. Et en résumé, je vous dis que c'est la mauvaise gouvernance qui est la cause fondamentale de tous les conflits ici en région forestière, en Guinée en général, mais surtout en région forestière. Peut-être merci, monsieur. Dans le développement, on parlera de différents conflits. Ok, merci docteur, merci pour votre briefing. Mauvaise gouvernance, vous dites. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes en face de docteur Victorien. Il est expert en règlement de conflits et en gestion de conflits, et aussi recteur de l'UDECOM, université en Guinée forestière, précisément à Zéro-Corée. Alors, docteur, vous parliez de mauvaise gouvernance. Justement, en parlant de mauvaise gouvernance, nous avons aujourd'hui ce qu'ils appellent la session foraine des assises de Kankan, qui ont démarré depuis le 23, je crois, à Zéro-Corée, concernant justement ces dossiers épineux de crimes commis en région forestière. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce dossier, puisque bon nombre de nos auditeurs n'en connaissent absolument rien, et ces dossiers concernent justement ces conflits dont on parle. Est-ce qu'en voyant ces jugements aujourd'hui, on n'a pas un peu tendance à croire qu'il y a l'État qui est partie et juge en même temps, ou bien est-ce que vous croyez à l'authenticité de ces assises? Merci, M. Ferland. Je pense que parlant des jugements foraines de la Cour d'appel de Conakry, avec la Cour d'assises qui se tient actuellement à Zéro-Corée, et vous ne pensez pas que le dossier Boulan, là-bas, le dossier qui est là comme dossier phare, c'est le dossier Womé. Et Womé aussi, remonte de crimes commis dans cette localité le 16 septembre dernier contre une délégation, disons, conduite par le gouverneur de la ville de Zéro-Corée et de la région forestière, je veux dire, et en compagnie d'autres membres de la Croix-Rouge et des gens qui étaient partis pour sensibiliser la population contre l'Ebola. Et ce dossier vraiment a été un dossier qui était à la une de tous les journaux, de tous les médias sur le plan national et international. Et donc par rapport à ça, je voudrais vous dire tout simplement que d'abord aujourd'hui le dossier est sur le desk et moi-même en tant que avocat, je suis à la défense. Et disons, l'arrêt de renvoi contre fait référence à 83 personnes arrêtées à Momé et qui sont aujourd'hui devant la cour d'assises. Et ces 83 personnes sont tous accusées d'assassinat, de pillage et de vol en général. Donc, je pense que l'authenticité de la cour, bien sûr, parce que ce sont des citoyens qui ont commis
disons, un acte, disons, criminel. Un acte criminel dont la qualification juridique, effectivement, est sans faille. Mais en tenant compte de la cause, de la cause qui a motivé ce qui a motivé ces citoyens à se comporter de la sorte, on se pose la question de savoir est-ce que nous sommes devant des criminels ou bien nous sommes devant des populations révoltées. Et je pense que je vais rester avec le dernier thème, nous sommes devant des populations révoltées. Donc les populations révoltées parce qu'aujourd'hui, on parle de crimes, on parle de préméditation, on parle d'autres choses, on parle de guet-apens. On n'est pas devant ça. S'il y a eu crime, s'il y a eu préméditation, s'il y a eu guet-apens, ça c'est pas contre un membre de la délégation, mais c'est contre Ebola. Donc Ebola, c'est une population qui s'est mal informée quand je parle de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire quand, disons, celui qui a le devoir d'informer la population, qui est un devoir constitutionnel, et que la population a droit à être informée et que l'État doit mettre les moyens nécessaires pour que la population soit informée, soit par radio, par journal, par télévision, par tous les moyens. Et s'il y a un problème de ce genre comme Ebola, qui est une maladie réellement de laboratoire, pas une maladie naturelle, une maladie à laquelle les gens ne sont pas habitués parce qu'on ne peut pas comprendre l'Ebola de 73 dans les années 73 en Afrique centrale, ça saute d'un moment à l'autre en Afrique occidentale et quelque part on parle de la même présence d'un laboratoire à Kenema en Sierra Leone où on était en train d'inventer ou de créer ce virus. Et ça, c'est-à-dire que les gens sont traumatisés, c'est une population qui est traumatisée, une population qui est un peu, disons, désinformée et une population qui se cherche à vivre vraiment dans la paix. Parce qu'au moment où la délégation se rendait en Ngomé, il n'y avait pas un seul cas d'Ebola en Ngomé. Et de ce côté, c'est un jour aussi où il y avait les festivités de l'arrivée des initiés de la forêt sacrée. Donc les fêtes ont commencé le lundi 15 et ça devait se poursuivre du mardi 16, je pense une semaine. Et bon, la délégation savait tout cela et ils ont défié, même ils ont contre même le meurtre, contre la couture, ils sont partis contre la coutume de venue et ils sont partis donc pour sensibiliser. Vous savez que disons, en région forestière, quand on parle de la fête d'arrivée des initiés, c'est la fête au village, les gens, tout le monde est content, les gens, disons, se mettent à l'aise, je veux dire, ils prennent peut-être quelques verres. Donc, quand vous partez pour parler d'un thème aussi, disons, aussi sensible, aussi traumatisant, il faut le dire, parce que quand on parle d'Ebola dans un village, au partir du moment où le gouvernement avait commencé par dire que l'Ebola était une maladie vraiment très dangereuse parce qu'il n'y avait même pas de remède ni de vaccin. Donc, alors, est-ce que nous-mêmes, les intellectuels, nous avons des questions à savoir par rapport à l'origine de l'Ebola? Maintenant, parlant dans un village comme Ngomé, les gens étaient vraiment traumatisés. Donc, donc tout ce qui s'est passé, c'était une population qui était partie en guerre contre Ebola, mais pas précisément contre la délégation. Aujourd'hui, bon, voilà, revenant encore à la cour d'assises, aujourd'hui, devant la cour d'assises, on les accuse effectivement contre d'assassinat, de pillage et de vol. Bien. Maintenant, pendant l'assassinat, on se réfère effectivement aux 7 membres de la délégation qui ont été très malheureusement assassinés. Puis un jeune de Mouda aussi qui était assassiné dans ce conflit. Et qui fait 8 victimes. Donc vraiment, c'est malheureux que des Guinéens tuent des Guinéens, mais à cause de la mauvaise gestion de certains Guinéens. Voilà un peu comment est le problème. Et pour ce moment, nous sommes à la phase interrogatoire et les détenus ont commencé à parler, à faire des dépositions devant la cour. Et à ce net moment, il y a au moins 15 personnes qui ont parlé, qui ont comparé. Et parmi ces 15 personnes, il y a eu une seule personne qui a avoué qu'il a participé. Et la majorité est dans la négation totale. Et d'autres, même dans les familles, les arrêtés, il y a des fous. Il y a des gens qui suivent les démences et qui sont arrêtés. Et par rapport à ceci, on a demandé des expertises médico-légales pour déterminer leur degré de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas juger un fou. Donc, un peu comme ça, donc la Cour effectivement est là. La Cour est bien sûr authentique parce que c'est comme on doit analyser, disons, les chefs d'accusation conformément
aux éléments constitutifs du délit dont on les reproche. Donc vraiment, à cette phase, nous sommes là et je pense qu'avec, disons, le fonctionnement ou bien, disons, de l'appareil judiciaire et avec, disons, le ministère public, disons, la Cour, les magistrats, la Cour, la partie privée et la défense, c'est qu'il n'y aura pas d'arbitraire et nous ferons tout pour que l'humanité, pour que d'abord le peuple de Guinée, l'Afrique et toute l'humanité, disons, soient au courant et des réalités de l'affaire Womé. Alors, docteur, merci de nous détailler tous ces points. Il y a une question qui se pose. Ne croyez-vous pas que la Guinée forestière est en train de servir, n'est-ce pas, de bouclier ou bien servir, je veux dire, d'exemple comme un bouclier pour servir d'exemple en matière de justice après les condamnations de Galakwai? Oui, effectivement, comme vous le dites, disons, on est en train de faire tout ce qui est l'expérience en matière de conflit de ce genre. C'est seulement en Guinée forestière qu'il y a des coups d'assises pour juger des cas de ce genre. Donc, je vois pour une question de rappel, je pense que le 16 février, toute l'humanité aussi a appris qu'il y avait une délégation qui avait été prise en partie dans la préfecture de Forêt-Caria où un policier et son chauffeur aussi ont été assassinés, calcinés dans leur véhicule. Mais ça n'a pas fait tout le bruit. Et pourtant, c'est après l'affaire Moumé. Et c'est là aussi, c'est par rapport à une population revoltée contre des délégations qui sont parties pour sensibiliser par rapport à Ebola. Et ça, c'était en février dernier. Il n'y a pas eu tellement de bruit par rapport à ça. Et comme c'est le Premier ministre, selon ce que les gens disent, le Premier ministre a même envoyé peut-être de l'argent pour la population de ces villages. Et aujourd'hui, à Moumé, on a traité Moumé comme une situation sans précédent, une situation, disons, hors du commun, et une population qui est d'abord la population que le village a été sanctionné politiquement, parce que tout le village a été envahi, parce qu'après l'affaire, vous ne pouvez pas savoir que le ministre Makanira et le ministre Rémi, les deux ont tous confirmé, tous avoué que vraiment, que Mohamed ne comprend que le langage des armes et de la force, et bon, il faut les répondre par la force, et cela a été fait. Et vous ne pouvez pas savoir qu'il a fallu, disons, l'activité des défenseurs, des militants des droits de l'homme, et en l'occurrence, les avocats sans frontières, et même droits pour tous, et certains journalistes de Guinée News, qui dans la délégation de ces partis, qui sont rendus sur le terrain, c'est l'activité, c'est la suite de ça, qui a fait que nos amis ont fait une grève de paix à Conakry pour qu'on puisse démilitariser le moment. Ça veut dire, après le 19 septembre, dès qu'on a, disons, on a déterré ceux qui ont été assassinés, le moment a été envahi et a été assiégé par l'armée guinéenne. Et la population a vécu pendant plus de 2 mois en bourse. Ça veut dire que de fait, le moment comme village a payé déjà pour les sanctions. Et donc, on est en train de juger, on est à la phase judiciaire, mais politiquement, et tout simplement, le moment a payé déjà pour les crimes de moment. Étant donné qu'à Forêt-Caria, même scénario s'est passé, on parle de oui là-bas peut-être, mais à Forêt-Caria, les gens ont été assassinés, calcinés, incendiés dans un véhicule. Et ça n'a pas fait de bruit. Et pourtant, la vie de 2 personnes, de 2 Guinéens, dans les mêmes circonstances, n'est pas moins valeureuse que la vie de 8 personnes assassinées à Moumé. Donc, on est en train de faire quelque part, comment dirais-je, comme je vous reviens, c'est-à-dire on prend, on joue le rôle de cobaye en Guinée forestière, et de ce qui se passe ailleurs, où en fait ça peut rester lettre morte, mais en Guinée forestière, tout ce qui se passe, il faudrait que ce soit vu, soit, disons, montré aux yeux de l'humanité, comme quoi c'est une population criminelle, c'est une population qui n'a pas, qui a soit le crime comme habitude, et pourtant tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas, et alors, merci docteur. Nous allons continuer, nous allons vous laisser souffler un peu et nous allons vous reprendre dans quelques instants. Du côté de New Jersey, si nous pouvons... Azaro
kalo koloba holokele koma hege koloba sal kolo ni kalo koloba mama lo ni kalo koloba groupe yembe kalo koloba holokele groupe futsal kalo koloba garanti kalo koloba ya bagay pinga kalo koloba Sali vision kalo koloba holokele Denis Sanyo kalo koloba Malomo seni kalo koloba Oui, merci beaucoup. Alors, docteur, nous avons vu que dans ce dossier, il y a assez de paramètres à explorer et nous voyons que le dossier de Zogota, par exemple, n'a pas été touché. Il paraît que le dossier n'est pas prêt. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce dossier de Zogota qui n'est pas prêt, tandis que le dossier de Zogota et les événements de Zogota se sont passés bien avant les événements de Womé? Merci, M. Fernand. C'est que par rapport au dossier de Zogota, je vous dirais qu'il n'y a aucune personne arrêtée ici par rapport à ce dossier. Et c'est des personnes qui sont détenues ici au niveau de la maison centrale de Zéroukoué par rapport au dossier de Zogota. Donc, je pense que si ils disent que le dossier n'est pas prêt, c'est un peu cela parce que pour qu'on parle de jugement, il faudrait d'abord qu'il y ait des personnes inculpées. Et des personnes inculpées et arrêtées physiquement localisables. Et cela peut permettre qu'il y ait deux parties. Et quand si cela est une réalité, on pourrait maintenant passer à un jugement. Mais pour le moment, par rapport au dossier Zogota, tout le monde sait qu'il y a eu, disons, un groupe des membres de force de l'ordre qui sont rendus notamment à Zogota. Ils ont assiégé, ils ont massacré une population civile qui dormait paisiblement. Et par rapport à ça, on a vu que les corps, on n'a pas vu, on n'a vu aucun membre des forces de l'ordre arrêté. Pour dire que voilà, c'est ceux qui ont été à Zogota. C'est pourquoi effectivement, jusqu'à présent, à la fête de Zogota est resté ensuite, parce que c'est un village contre l'État. C'est l'État même qui a envahi. Et je pense que l'affaire de Zogota doit être traitée dans le cadre de l'activité des organisations non gouvernementales chargées de défendre les droits de l'homme. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là on peut aborder bien le dossier Zogota. Mais si on se refait à l'État pour résoudre le dossier Zogota, je pense que nous allons assister à beaucoup de discours politiques comme vont nous montrer leur bonne voie par rapport aux enquêtes qui seront réalisées sur le terrain et jamais. Donc, je vous dis que l'affaire Zogota doit être abordée dans un autre cadre. Mais sur le plan juridique ou judiciaire, on ne peut pas, sur le plan judiciaire, l'affaire Zogota ne pourra jamais être traitée tant que le gouvernement qui est au pouvoir, qui a occasionné, dont les forces de l'ordre ont envahi ces villages, ont assiégé une population civile qui vivait paisiblement, qui dormait nuitamment. Donc, je pense que ce dérapage ne peut pas être traité
objectivement par ce gouvernement, par ce pouvoir. Il faut qu'on attende autre pouvoir et que je pense que ce qui est bien est que le dossier est traité. Il y a des avocats qui ont déjà préparé tout, des mémorandums et des preuves déjà sont constituées, sont préparées et il y a des éléments, il y a des moyens de faire les éléments de preuve déjà qui sont à la disposition de certaines personnes et des ONG, des rapports. Les rapports sont visibles sur certains sites, les rapports des mêmes trois porteurs avocats sans frontières. Je pense que par rapport au dossier de Jota, on ne peut que se référer pour le moment à ces rapports et attendre. J'ai vu qu'on dirait, quand on parle de crime contre l'humanité, ça c'est un crime contre l'humanité, c'est pour le dire ainsi, et le crime contre l'humanité, ce n'est que l'État qui peut le commettre. Et comme l'État ne peut pas se juger lui-même, c'est pourquoi effectivement le dossier de Jota n'est pas programmé. C'est vraiment une explication technique qu'on peut donner par rapport à ce dossier de Jota. Parce que c'est pas entre deux groupes ethniques, c'est ni entre deux groupes sociaux, c'est entre une population civile et l'armée guinéenne. Donc ça, c'est l'État qui répond. Donc c'est un crime contre l'humanité. Je pense que la jurisprudence est aidant. On peut se référer au procès Pinochet de Chili. Et après, il a fait tout, mais après, même après plus de 80 ans, il a été jugé. Donc, attendons de voir. Je pense que la démocratie veut faire son chemin en Guinée. Peut-être après le régime Alpha Condé, effectivement, tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire Jota seront jugés. Merci, docteur. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez composer le star 61, c'est-à-dire l'étoile 61 sur l'écran de votre téléphone si vous voulez poser des questions. Nous continuons avec docteur C.C. Victorien. Docteur, nous vous remercions très sincèrement. Nous sommes toujours dans ces dossiers, n'est-ce pas, de crimes en région forestière. Docteur, en voyant tout ce dossier, surtout celui de Womé, est-ce que nous pouvons nous dire que ça répond, n'est-ce pas, au langage juridique qui dit que le criminel tient le civil en état, ou bien l'authenticité réelle, parce qu'on nous a dit que sur les 83 personnes que vous avez citées plus haut, il n'y a que 25 sur le banc des accusés pour le moment, et que mandats d'arrêt ont été, n'est-ce pas, relâchés contre le reste, n'est-ce pas, des accusés. Alors, si nous voyons très bien si nous avons suivi votre explication et votre compréhension de la chose, est-ce que nous pouvons dire que l'État est dans ses droits réels, n'est-ce pas, de poursuivre, n'est-ce pas, ces populations, ou nous pouvons dire que nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est fait, alors le criminel va tenir le civil en état. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, ici, le problème, c'est que quand on parle de pénal tient le civil en état, c'est par rapport à s'il y a déjà des dommages sur le plan civil et d'autres sur le plan pénal, on est obligé de juger d'abord l'aspect pénal avant de voir l'aspect civil. C'est dans ce genre. Mais ça, c'est un peu déclassé parce qu'actuellement, le pénal ne tient pas obligatoirement le civil en état. Donc, s'il y a nécessité de juger les deux à la fois, le juge civil peut être là et le juge criminel fait son travail. Là, on en passe. Mais par rapport au dossier de Womé, il faut savoir qu'effectivement, l'État est en train de travailler. L'État est dans ses droits de juger des crimes de ce genre. Et seulement ce qu'on déplore, c'est le fait que ce soit seulement en Guinée forestière qu'on juge des cas de ce genre. Et pourtant, dans d'autres régions, nous savons qu'à Sigiri, il y a eu pas mal de révoltes et pas mal de cas. À Léo, dans d'autres régions, minières, en République de Guinée, tout récemment par rapport au même père, par rapport à Ebola, à Forcaria, la population ne veut rien entendre. Les délégations sont attaquées à Forcaria, ville, à Moussaya, dans tous ces coins. Mais le procès n'a pas, on ne parle pas de ça par rapport à la fin Womé. Womé est diabolisé, Womé, disons, on dirait comme d'ailleurs le nom Womé, ça veut dire un crime. Et on risque de créer le nom Womé comme dans le dictionnaire criminel. Déjà, c'est ce qui fait mal. Sinon, la réalité est que l'État doit faire son travail. Quand il y a des crimes, il faut bien que ce soit. Parce que les gens veulent connaître la réalité. Et on ne juge pas quelqu'un pour faire plaire à un président de la République, un gouvernement, mais c'est pour effectivement démontrer aux yeux de la population de l'humanité qu'un tel crime ne doit pas être, disons, vraiment, ne doit pas se perpétrer dans nos communautés et que si cela est fait, il faudrait donner de l'exemple aux autres pour que cela ne se répète plus. C'est tout à fait normal, mais pourquoi seulement en Guinée forestière? Pourquoi pas Moussaya, pourquoi pas
Ok, docteur, pourquoi en Guinée forestière, telle est la question qui se pose, pourquoi en Guinée forestière? Mais docteur, nous avons vu dans la délégation, n'est-ce pas, gouvernementale qui a été, n'est-ce pas, commis pour Zéro Corée, nous avons vu des fils de Zéro Corée, des ressortissants de Zéro Corée, des enfants qui sont nés à Zéro Corée, qui ont grandi à Zéro Corée, n'est-ce pas, défendre ce gouvernement par rapport à Womé. Alors, est-ce qu'il y a là une raison particulière ou c'est une vérité palpable qui est là, qu'on ne peut pas contourner? C'est-à-dire, j'ai vu, je vois que cela s'est passé, alors je défends, ou j'ai une raison très particulière de défendre ce dossier parce que je me dis que ça ne doit pas se faire par rapport à ce régime. Alors, docteur, nous n'avons pas compris le comportement de certains fils du terroir par rapport à ce dossier, qui ont condamné Womé publiquement et qui ont dit que les choses qui se sont passées seront frappées, seront punies comme cela se doit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces engagements de ces fils ressortissants de la Guinée forestière? Très bien, M. Fernand. Bon, par rapport au dossier Womé, vous savez qu'il faudrait qu'on fasse une analyse au second degré. Et, disons, la première analyse est que la réalité, que ce sont des fils, ce sont des Guinéens qui ont été assassinés par d'autres Guinéens. Par rapport à ça, il y a une compassion. Et, disons, l'humanisme oblige aux gens de condamner. Nous-mêmes, nous avons condamné l'acte de Womé comme un acte contraire contre cette, disons, à l'identité même Pelé. Hein, c'est pas dans nos habitudes. Ça, c'est d'abord l'analyse de premier degré. Mais l'analyse de deuxième degré nous dit quoi? Et parce que cela s'est passé, mais pourquoi ces populations si paisibles, si dociles, sont révoltées contre une délégation gouvernementale? Un fait sans précédent. C'est la question là maintenant, c'est l'analyse de ce second point qui fait la différence entre ceux qui ont condamné objectivement et ceux qui ont condamné pour faire plaire à un régime politique. Maintenant, je me mets dans le second groupe. Nous avons condamné par l'humanisme, parce qu'il fallait effectivement, disons, condamner, c'est des gens qui sont morts, il faut vraiment se décliner, il faut demander à ce que, disons, le plus puissant Allah les reçoive dans son paradis, que leur âme se repose en paix, il faut le dire, et il faut vraiment condamner condamner ceux qui ont commis ces crimes. Mais après cette analyse, disons, banale, il faut aller au fond. Mais quelle était la condition sine qua non sans laquelle ce crime ne se commettrait pas? Et s'il y avait une bonne information par rapport à Ebola, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes au premier monde, vous n'êtes pas savoir qu'en 2006, un certain un grand scientifique américain faisait un exposé avec un plan qui est en train d'imaginer ou bien de proposer au monde scientifique la diminution de la population mondiale de 90% de la population mondiale. Hein? Donc déjà, Dr Eric Bianca, qui a proposé ça en 2006, et par rapport à cette déclaration, par rapport à cette proposition scientifique, il a reçu des prix. Et ça veut dire que, disons, la science occidentale est en train d'imaginer une diminution de la population mondiale. Et ceux qui ont applaudi ces messieurs, qui ont donné, disons, qui ont décerné des titres de reconnaissance à ces messieurs, ils ne sont pas suicidés après. Et pour dire que oui, on peut faire réaliser son projet, on va se suicider. Ils ont applaudi et le monsieur a été récompensé. Mais quelle est la population qui s'est ciblée? C'est la population des pays du tiers-monde. Donc par rapport à ça, si Ebola depuis 2006 a été déjà comme un second plan pour détruire la population mondiale, à 90%, il y a 90%, chaque 10% ne faudrait une population qui va survivre. Et nous savons que aussi dans les choses, on a vu aux États-Unis entre 1932 et 1972, il y a un plan à l'Alabama contre les Noirs. Et il fallait faire la syphilis sur les Noirs. Ça a été une réalité, c'était pour diminuer. Et à un certain moment, ils ont pensé au sida. Et le sida n'a pas aussi fait, disons, ce qu'ils voulaient, diminuer la population mondiale. Mais Eric Bianca a proposé le virus d'Ebola et qui a été applaudi et qui était effectivement la solution idoine. Donc tout le monde avait ces informations-là. Maintenant, on vous dit, il faut aussi écouter le discours de Marine Le Pen par rapport à quand elle dit qu'il faut laisser Ebola faire son chemin. Ça veut dire que l'Ebola n'est pas une maladie naturelle.
Donc quand ça tombe, si nous, les députés, on se pose la question, mais c'est 90% de la personne qui doit disparaître là. Qui peut partir, qui ne peut pas partir, la réponse est sûre, ça peut être nous, ça peut être n'importe qui. Donc si la personne se soulève contre une délégation qui va parler d'Ebola, je pense qu'il faut se référer à ça. Alors, docteur, oui, docteur, vous allez continuer. Nous sommes un peu pris par le temps et vous avez à répondre à des questions sûrement. Alors, je vois de l'autre côté de Philadelphie, je pense que c'est Monsieur Jean-Pierre Guilavogui qui voudrait vous poser une question. Si Monsieur Jean-Pierre Guilavogui est en ligne, alors Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir Fernand, comment allez-vous? Je vais très bien, Monsieur Guilavogui. Monsieur Guilavogui, quelle est votre question? Je n'ai pas suivi son intervention et juste ce que mes inquiétudes, c'est des inquiétudes et ces inquiétudes me poussent à lui poser des questions. Ma première question est de savoir qu'est-ce que réellement qui se passe dans ce dossier qui vraiment je suis confus et je voulais qu'il m'éclaircisse. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Qu'est-ce qui réellement s'est passé? Ok. Monsieur Guilavogui voulait savoir réellement, Monsieur Guilavogui voulait savoir ce qui se passe dans ce dossier. Et je sais que vous êtes parti de long en large sur le dossier, il nous a pris en cours, mais si en mode briefing, vous pouvez juste lui donner, n'est-ce pas, un petit résumé et nous allons continuer avec d'autres auditeurs. Docteur, à vous. Merci. Et par rapport au dossier Momet, on avait commencé par vous dire que depuis le lundi dernier, donc, il y a les évidences foraines de la Cour d'assises de Conakry qui est et devant cette Cour d'assises, il y a accusé d'assassinat, de vol et de pillage. Donc, 83 c'est le moment qui sont accusés d'assassinat, de vol et de pillage par rapport au crime commis le 16 septembre dernier. Et par rapport à dans ce lot, il y a 25 personnes qui sont physiquement plaignantes et d'autres avaient bénéficié d'un non-lieu et d'autres, il y a un mandat contre certains qui sont en fuite il y a longtemps. Un peu, à nos jours, jusqu'à présent, nous sommes en train d'abord à la phase interrogatoire parce que il y a un droit concerné qui dit que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi. Donc, effectivement, nous sommes à cette phase. Tous ceux qui sont accusés, arrêtés, sont en train d'être examinés, auditionnés, et jusqu'à ce que les éléments de preuve et les éléments constitutifs du délit pour lesquels on les accuse soient présents pour qu'on dise que vous êtes effectivement l'auteur de ces crimes, vous êtes le criminel dont on a souvent parlé. Donc, nous sommes à cette taille. Merci docteur, merci à monsieur Guilavogui du côté de Philadelphie. Vous avez vu, vous avez entendu docteur vous faire un résumé par rapport à ce dossier. J'espère bien que votre lanterne a été éclairée. Alors, docteur, nous allons toujours continuer à vous poser des questions. Pour le moment, je ne vois pas d'auditeurs en ligne voulant vous poser des questions. Mais docteur, est-ce que vous pensez qu'il y aura de l'équité? Est-ce que justice sera rendue réellement comme ça se doit? Ou nous sommes en train d'assister au début d'une de parodie de justice? Qu'est-ce que vous croyez que tout cela va nous apporter en région forestière? Bon, je pense que peut-être en tant que, disons, spécialiste du droit, et pour le moment, nous pouvons dire que les principes directeurs du procès pénal sont en train d'être respectés, c'est-à-dire le droit à un procès équitable, c'est d'avoir trouvé que c'est un procès équitable parce que
disons, tous les prévenus ont des avocats, déjà, une première des choses. Et le principe du contradictoire est là parce qu'il y a la partie civile et il y a la défense. Et il y a la séparation des fonctions de justice parce qu'effectivement, il y a, disons, les juges d'instruction qui ont fait le travail. Actuellement, il y a, disons, il y a les magistrats de parquet qui sont là. Nous avons, comme le ministère public, nous avons la partie civile et nous avons la défense. Et nous, il y a aussi le respect des pouvoirs de la défense. Nous sommes libres de poser des questions en décharge. Quand les autres partis posent les questions en charge, quand ils veulent servir nos clients, nous aussi nous posons des questions pour les décharger. Donc cela est bien d'être vrai. Et il y a la garantie des droits des victimes. Parce qu'effectivement, les victimes sont là, ils sont traités, je pense que selon ce que j'ai vu, ils sont traités bien. Après l'intégration, on les traite convenablement. Je sais que c'est déjà ce qu'on doit disons, l'œuvre des ONG de défense des droits de l'homme, c'est que même droits pour tous, ou avocats en conseil Guinée, il faut les féliciter parce que vraiment, ils font leur boulot. Après, il y a le respect de la présomption d'innocence. Effectivement, jusqu'à présent, ceux qui sont là sont considérés comme des innocents. Et parce que si ce n'est pas là, on arrête déjà les condamner. Mais si le procès est en train de se dérouler, c'est que ça veut dire que les six principes directeurs du procès pénal sont en train d'être respectés. Je pense qu'on y aura à décrier par rapport au déroulement, mais pour le moment, je pense que nous sommes devant un procès disons, judiciaire qui se déroule conformément aux règles de l'art. Alors, docteur, nous savons qu'en matière criminelle, il n'y a pas de flagrance délit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment cela se passe au niveau de nos accusés? Au niveau des assises, des assises. Au niveau des assises foraines, oui, oui. Oui, au niveau des assises foraines, effectivement, comme il n'y a pas de flagrant délit, et tout le monde est au courant qu'après le 16 septembre, la population de Ngomé a eu le temps de barricader la route, d'empêcher les gens de rentrer. Donc, le 16 mardi, le 17 mercredi, le 18 jeudi, jusqu'au vendredi pour que la délégation ait accès à Ngomé. Je pense que les véritables coupables ou bien les jeteurs matériels ont dû prendre la fuite. Donc, tous ceux qui sont arrêtés sont présumés innocents. Ils sont innocents. Et donc, il faudrait qu'au cours de ces jeteurs foraines, que leur culpabilité, ceux qui sont là, leur culpabilité soit vraiment, il faudrait que dans l'explication, dans le développement des faits, qu'on trouve des éléments pour effectivement confirmer les données pour lesquelles on les accuse. C'est pourquoi, pour moi, on ne peut pas des criminels, on parle des citoyens de moment arrêtés, qui sont en train d'être auditionnés, et comme effectivement, je venais de le dire, on est en train de faire dans un cadre purement, disons, technique et professionnel. Donc je pense qu'au cours de ce débat, on saura des véritables coupables qui sont peut-être qualifiés de criminels ou de cas. Alors, docteur. Mais pour le moment, on est en train d'auditionner. On est en train de constituer les éléments de faits pouvant nous permettre à la Cour de dire oui, c'est criminel ou non. C'est pour ce qu'on est en train de faire à cette phase-là. Merci, docteur. Merci infiniment. C'est vrai. Voilà. Merci, docteur. En tant qu'expert en règlement de conflit, gestion de conflit, qu'est-ce que vous avez à dire à cette population, n'est-ce pas, de la Guinée forestière, que ce soit à l'interne ou bien à la diaspora forestière? Qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'on puisse vraiment revenir sur les assiettes d'avant et qu'on puisse évoluer sans conflit et sans problème? Voilà, je pense que ce que je peux dire à la population de la Guinée forestière, à la population guinéenne en général, il faudrait qu'on vive en Guinée. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on dépasse certaines considérations religieuses, politiques, sociales. Parce que si vous voyez qu'il y a, disons, des conflits entre deux personnes, c'est quand il y a un esprit de supériorité. Mais si vous considérez votre confrère, votre compatriote comme étant égal à vous, il y a une reconnaissance, et cette reconnaissance-là, effectivement, évite disons, des frustrations, quoi. C'est ce que tous les Guinéens doivent savoir. Et ce sont de stigmatiser les gens en forestier, ou bien sous, ou bien peu.
considérons tout le monde comme Guinéen, point barre, je pense qu'on pourra bien vivre. Mais si, tant que nous continuons à accepter les gens de forestiers, de malinqués, de peu, de sous, ça ne sera pas. Et encore de quoi, c'est là une vérité, mais en tant qu'on continue à avoir des Guinéens RPG, des Guinéens FDG, des Guinéens UPG, des Guinéens UGDD, on ne sera jamais d'accord. Parce que déjà, donc, il y a plusieurs choses qui nous divisent déjà. Déjà, disons, le langage, la langue nous divise, et les régions nous divisent, et les partis politiques nous divisent. Je pense que si nous adhérons au parti en tant que Guinéen et non en tant que telle personne, on pourra dépasser. Il faudrait qu'on accepte que la diversité de la Guinée, la diversité culturelle, la diversité des partis politiques, la diversité des régions soit une recette et non une chose qui peut nous séparer. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci, docteur, d'être là aujourd'hui. Merci pour votre brillante intervention. Oui, alors? Donc, l'émission tend à sa fin ou quoi? J'avais une question. L'émission va tendre à sa fin et j'attends toujours s'il y a quelqu'un d'autre à poser, qui veut poser une question et je la prends et bientôt on va terminer. À qui ai-je